instant pour laisser après la parole à notre grande vedette de ce soir. Figurez-vous que j'ai sorti le curriculum vitae de Madame Martine Isabelle Forêt. J'ai 4 pages. Est-ce que vous êtes prêts? Non, on ne va pas la faire. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire en grande simplicité. Quoique, comme je disais à Madame Forêt, je suis un petit peu désolée qu'on n'ait pas su encore faire le rabattage en mettant plus en valeur la personnalité de Madame Forêt, ses compétences et tout ce qu'elle pourrait apporter dans le cercle qui s'élargit de plus en plus des aidants proches en Belgique francophone. Alors, de toute façon, on est assez rassuré par rapport au contenu. La preuve, c'est qu'on va filmer Madame Forêt et qu'on se fera un plaisir de pouvoir glisser cette intervention sur notre site de telle façon que d'autres personnes pourront en profiter. Mais vraiment, c'était une aubaine. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui était dans elle-même, mais qui passe du Québec à Paris, parfois, de temps en temps, qui remonte sur Bruxelles et puis vers Namur, et puis après qui va repartir vers Genève, et tout en assumant énormément de fonctions. Alors, qu'est-ce que moi j'ai retenu? J'ai vu qu'elle se mêlait de près ou de loin à Baluchon-Alzheimer, que nous connaissons ici en Belgique aussi, qu'elle est directrice des affaires juridiques pour le réseau international francophone de vulnérabilité et handicap. Donc ce sont des titres qui pour moi me disent énormément au niveau des termes. Elle est une présidente active au centre de soutien entraînant. Il y a encore eu des conférences l'année dernière. Bon, je pourrais vous en dire énormément. Je pense aussi vous dire que l'année dernière, en 2012, nous avons eu la chance de pouvoir demander à Caroline de partir à Genève lors... C'est 2011 déjà, oh mon Dieu. Le premier colloque international des aidants proches qui était organisé par Madame Forêt d'ailleurs et qui a ébloui l'Assemblée. Donc on s'est dit, dès qu'on a la chance de pouvoir l'attraper entre 2 trains, 2 avions, on essaiera de la voir, elle est là. Alors bienvenue chez nous. Nous sommes ravis, je voudrais vous dire pratiquement que nous l'avons près de nous 3 jours. Et nous allons exploiter ces 3 jours. Elle sera vraiment... Bon, elle pourra se poser à Genève. Elle ne se laissera pas faire, je ne pense pas. Ce que je voudrais vous dire aussi, soyez sans crainte. On vous a accueilli avec un verre. Mais après l'intervention d'une petite heure de Madame Forêt, nous passerons à côté pour manger un petit bout de sandwich, nous restaurer parce qu'il y en a quand même qui ont certainement l'estomac un peu vide. Et puis nous repartirons ici dans cette salle pour terminer alors un échange plus informel avec des sujets qui vous auront interpellé pendant son intervention. Comme ça, je pense que... À moins qu'on apporte les sandwichs puis le vin ici. Ah, ça c'est un autre... si c'est possible... Vas-tu rester du vin pour moi? Pardon? Est-ce que ça reste du vin pour moi? Combien? 2 bouteilles? Rouge. Du rouge, pas de chance, je n'ai pris que du. Ça me donne mal à la tête, le plan. Voilà. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Madame Desflandes, j'ai dû prendre un médicament parce que depuis que je suis arrivée ce matin avec les gens de la FBL, on dirait que je réagis un peu de manière en étant osmose. Et ce matin, il y en a une qui est partie d'urgence chez le dentiste pour une dent. Alors, j'ai commencé à avoir mal à la fin. Je ne sais pas comment je vais faire pour parler. Merci. J'ai très mal. Je parlais bien cet après-midi, ça m'a pas empêché de dire ce que j'avais à dire. Je m'en excuse encore. Donc, effectivement, d'abord, bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. C'est très gentil à vous. J'espère pouvoir vous apporter quelque chose. C'est le but, hein? Sinon je ne serais pas venue ici. J'ai arrêté de jouer avec mon petit machin. Effectivement, tout a commencé il y a un long moment, mais notamment lors de l'organisation du congrès international, le premier congrès international sur les proches aidants qui a eu lieu à Lausanne en septembre 2011. On a commencé à préparer en 2010. Je ne vous dis pas une année de fou, hein? 7 jours sur 7, 12 heures par jour. C'était, l'été, l'hiver, l'automne, bonnes vacances, mais bon.
C'est un événement qui a duré 3 jours, qui est un congrès international. Donc, moi, je présidais le comité scientifique international. Je ne présidais pas le congrès. J'avais une équipe quand même, hein, oui. Puis des Suisses qui avaient des fonds suisses. Alors, c'est ce qui nous a permis de faire un beau congrès. Et à la suite du congrès international, évidemment, vous savez, on demande toujours, on va produire des actes du congrès, des actes d'un colloque, on va écrire des choses. Bon, j'ai essayé, j'ai commencé à écrire, je me suis beaucoup ennuyée. J'ai aucune tolérance à l'ennui. Alors, j'ai fait non, on va faire quelque chose qui punch. Et de là est née l'idée du plaidoyer, qui au départ s'appelait un manifeste. Mais les Suisses n'ont pas aimé le mot manifeste. Ça brassait un petit peu trop. Alors, évidemment, il faut les respecter. Hein. Mon père m'a toujours dit, on ne mord pas la main de celui qui nous nourrit. Alors, je disais plaidoyer, soit ce sera un plaidoyer. Et je vous explique très rapidement comment ça fonctionne. C'est fort intéressant. Enfin, ça l'est toujours pour moi. Est-ce que ça va bien l'accent québécois ou j'ai juste... Si vous pouvez le faire un peu plus fort. Oui, voilà. Vraiment plus fort? Vraiment. Ça va être... Pouvez-vous vous rapprocher? Pardon? Pouvez-vous vous rapprocher? Bon, je crois que ça ne changera pas. Ah oui, si vous êtes là, ça va être plus... Certainement, hein, parce que moi, je ne pourrais pas tenir la soirée. Très bien. Alors, je propose de vous rapprocher de moi. Elle n'est pas carnivore, c'est vrai. Il faut se méfier quand même hein, des Amérindiennes, quand elles sortent leurs plumes. Alors, le plaidoyer, dans un premier temps, donc voici le titre du congrès, c'est très important parce que c'est de ça dont on va parler ce soir. Avec toi, le proche aidant, un partenaire au cœur de l'action sanitaire et sociale. Quel titre pompeux? On était plusieurs à tenter de trouver un titre pour ce congrès. C'est ce qui est arrivé avec toi, hein, avec toi le proche aidant, un partenaire, et ce soir on va parler que de la question du partenaire. Comment former réellement un partenaire avec le proche aidant? Alors, le plaidoyer porte le titre « Une prise de conscience sociale qui tarde face à l'urgence d'agir » parce que c'est un problème important. Et effectivement, c'est très long avant que les choses se fassent dans le sens des meilleurs intérêts des proches aidants. Mon analyse vilaine, excusez-moi monsieur, je suis sûre que vous allez m'entendre. Oui, je vous en Je suis féministe. Pardon? Je suis féministe. Non, on ne va pas s'entendre. Peut-être que je dois mieux rester à côté de Vous êtes loin de ma place. No entendro nada. Alors, j'explique encore le fait que la thématique ou la problématique, ou en fait ce problème qui est en train de devenir un problème de santé publique, on sait que les proches aidants sont surtout des femmes, les proches aidantes. Mais c'est vrai par ailleurs, je peux l'établir avec des pourcentages. La très grande majorité sont des femmes, donc vous m'excuserez, je dirais des proches aidantes toute la soirée. Et je pense que comme on s'intéresse assez peu à la santé des femmes, bon, on s'est assez peu intéressé à tout le reste. C'est la seule fois que je serai impertinente. Je vous le promets. Bientôt, je vais vous demander votre nom, vous allez voir, ça va être drôle. Alors, je sais que ça se lit certainement pas bien de la façon dont c'est fait là, mais simplement pour vous dire comment on fonctionne ce soir. Alors, vous voyez que le plaidoyer, c'est d'abord présenté comme ça. Et puis, pourquoi? Parce que quand j'ai réfléchi à la façon de rendre compte de ce qui s'était passé au moment de ce congrès, il y avait des conférenciers qui sont venus nous parler, il y a des experts qui sont venus nous parler. On a fait quelque chose d'extraordinaire grâce à une fondation qui est très riche en Suisse, la Fondation Lénart. Nous, on s'est dit, moi j'ai insisté qu'à l'intérieur de ce congrès international, il y a des proches aidants. Or, on sait que les proches aidants,
les proches aidantes sont tellement fatiguées et épuisées, elles doivent rester auprès de la personne aidée. Donc, elles ne peuvent pas se rendre dans un congrès international, même si ça les intéresse énormément. Alors, j'ai cogné à la porte de la Fondation Lénard, ce que je connais bien. Eux, c'est pire. Alors, c'est 14 milliards de francs suisses en intérêt sur le capital. L'intérêt sur le capital. Il faut dépenser à chaque année. M. Dubois, lui, il s'en va. Je pense qu'il va venir travailler à Lausanne. La Fondation Lénard, c'est un Belge. C'est celui qui a inventé la capsule. Je ne sais pas si c'est de la bière ou du Coca-Cola. Au début, la capsule, elle devait servir à la bière, non? Vraisemblablement. Eh bien, il est devenu très, très riche et sa fondation s'occupe essentiellement des personnes âgées. Donc, on a eu des proches aidants, autant que des professionnels, autant que des experts. Et ça a été extraordinaire parce que ça a donné tout un autre sens au congrès, puis surtout une autre dynamique. Parce qu'il paraît que dans les ateliers, excusez-moi l'expression, ça s'engueulait. Hein? Les professionnels ne pouvaient pas parler tout seuls avec eux-mêmes. C'était pas possible parce qu'il y avait toujours un Moses de proche aidant qui levait la main ou qui levait pas la main puis qui disait non, ça ne marche pas comme ça, je suis pas d'accord, c'est pas ma réalité. Alors, j'étais très contente de ce que ça a pu créer. Bon, les Québécois, on n'a pas trop peur du conflit, du débat, donc moi, ça ne me gênait pas. Au contraire, on naît les plus grandes idées. La première partie, donc, j'ai décrit la situation réelle, celle qui nous a été décrite pendant tous les 3 jours où on était ensemble. Après, je me suis mise à rêver. Vous voyez que sur cette image, on est seul et que dans la situation que l'on souhaite désormais pour les proches aidants, on est 2. On est toujours 2. Avec toi vient de prendre un sens. On est ensemble pour que les proches aidants soient mieux respectés, pour que l'on soit mieux respecté. Donc, la situation actuelle, se mettre à rêver, c'est notamment parler des droits des proches aidants et parler du partenariat que l'on souhaite avec les professionnels. C'est aussi parler des valeurs que l'on souhaite voir réellement reconnues maintenant. Je vous en dirai un mot, vous allez lire tout à l'heure. Parce qu'après, je suis allée présenter le plaidoyer à la Fondation Lénard. Et quelle surprise j'ai eue. D'abord, ils n'ont pas du tout émis le orange fluo. Ça a été la première remarque que j'ai eue. Je dis, oh, moi j'ai travaillé tellement là-dessus que je ne suis pas sûre d'aimer entendre ça, mais bon. Je n'ai rien dit. Je me disais, mon père, il ne me croirait pas. Il aurait fallu me prendre en photo. Je me suis dit, il me semble qu'on sent mieux en vieillissant. Donc, à l'aube de la cinquantaine, il sourit alors qu'il venait de m'insulter. J'ai fait, oui, je comprends que vous n'aimez pas l'orange plus haut. C'est tout. Dans ma tête, je ne dis pas ce que je disais, mais c'était... Alors ici, qui est le proche aidant? Parce que d'abord, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est pas facile de se reconnaître en tant que proche aidant. Hein? C'est quoi ça, un proche aidant? Ça fait quoi ça, exactement? À partir de quand on devient un proche aidant, malheureusement, on se reconnaît comme étant un proche aidant et par conséquent comme ayant besoin de services quand on est épuisé, non? Et on tente de créer des programmes pour que les gens se reconnaissent comme proches aidants alors qu'ils sont encore, dans notre jargon, robustes. Ils ne sont pas complètement épuisés, ils ne sont pas complètement... Qui est proche aidant dans la salle? Levez la main. Oh, là, on est entre nous. Bon, une professionnelle. Si j'ai peur. Tu peux mettre ta main encore, t'es proche aidant, t'es professionnel. Puis, les autres, ils font quoi? Les autres, tout le monde n'a pas levé sa main. Vous n'avez pas levé votre main? J'écoute les réponses d'abord. OK, un homme sage. Donc, on a dans un premier temps, dans le plaidoyer, qui est le proche aidant, on n'en parle pas aujourd'hui, de quoi souffre-t-il, qu'est-ce que ça coûte sur le plan physique, psychique, financier, etc. Parce qu'on s'appauvrit quand on est proche aidant, vous êtes d'accord? Hein? En tout cas, moi, je suis été proche aidante 3 fois, puis j'ai jamais été aussi pauvre de ma vie. Mais c'est pas grave, on est heureux quand même. Hein, le comble du bonheur, c'est celui tous les matins en se disant que nos enfants sont vivants. C'est comme ça que je me console. Deuxième partie, alors, faire du proche aidant un réel partenaire, les droits
je vous en ai parlé, le plan d'action, je vous en ai parlé, mais on ne parle pas de ça ce soir, c'est trop long, puis je dirais que c'est d'un intérêt mitigé. La Fondation Liénard a permis quelque chose d'extraordinaire, puis je vous permets de prendre l'idée de la copier. Vous connaissez les post-it? Les trucs jaunes qui ça peut être le même nom partout. Alors, on avait fait un vaste mur, mais avec des post-it grands comme ça. Et puis là-dessus, les proches aidants, pendant les 3 jours, allaient écrire tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils ne voulaient plus. Je les ai tous reproduits dans le plaidoyer, avec les fautes d'orthographe. Ça me faisait... Mais bon, quand il arrivait, je les ai mis, je me suis dit, je n'ai pas le droit de reformuler ce que quelqu'un a dit. Là, c'est l'avocat que vous entendez, entre guillemets, texto, voici la source, je vais la reproduire comme ça. Et le graphiste a décidé qu'à chaque fois que ça venait d'un post-it, il mettait en orange fluo, c'est ça le code. Ici, ça va être en bleu ce soir. Okay? Donc, est-ce qu'on a le mode d'emploi de la conférence qui s'en vient? Alors, on avait la parole des experts, on a les témoignages, on a la parole des conférenciers. J'ai essayé de faire parler tout le monde. Et ensuite, les post-it du congrès, c'est-à-dire tous nos proches aidants qui ont dit ce qu'ils pensaient. C'était pas toujours facile. Et notamment, quand j'ai fait ma présentation au ministre en la Suisse, là, lui, il n'était pas content. J'étais tellement contente de vous dire ça. Je peux le faire parce qu'il est un petit peu orgueilleux. C'est un homme, c'est un politique. Mais une femme aurait été, je suis sûre. Il y a quelqu'un qui a écrit la chose suivante. Quels sont les besoins d'un conseiller d'État pour enfin prendre les bonnes décisions? Je me suis dit, hey, ça c'est bon, hein? Et je me suis dit, on va l'écrire, puis comme tout le monde, il va devoir le lire et peut-être se questionner sur le fait qu'on sait ce qu'il fait, lui. Il n'arrête pas d'en parler, mais on dirait que le geste ne suit pas la parole. Vous en connaissez des gens comme ça, hein? Au Québec, on a une belle expression, c'est « les bottines ne suivent pas les babines ». Je me suis pas exprimée comme ça devant lui. J'ai juste passé la diapo, puis j'ai passé vite. J'ai vu qu'il rougissait, mais bon, ça c'est son problème, c'est pas le mien. Et puis, ça, c'est en fait des post-it, hein, c'est en fait des proches aidants qui nous disent quelque chose. Ben, ils nous disent tous qu'ils veulent des droits, qui veulent des compensations financières, qui s'appauvrissent, etc., que ce n'est pas juste. Alors, à la Fondation Liénard, quand j'ai présenté mon petit plaidoyer, le président de la commission, celui que je ne connais pas, il a dit « Est-ce que c'était vraiment nécessaire de tous les reproduire et de mettre ça sur 2 pages orange fluo pour dire à tout le monde qu'ils ne sont pas contents? » Je dis « Oui, j'entends bien, je vous entends, je comprends. Mais je voulais absolument leur donner la parole. Vous avez payé pour qu'on leur donne la parole. Ma foi, j'ai respecté votre volonté. Il me regardait, je pense qu'il ne m'aimait plus beaucoup. Mais je leur mettais dans son... Je me disais, soyez cohérents, monsieur. Vous avez payé pour faire ça, bien voici ce que ça donne. Puis on va aller jusqu'au bout, puis on va le dire que ça ne va pas. C'est important qu'on le dise. Donc, je suis très fière de ça. Ça paraît-tu? Est-ce que ça se lit bien ou pas bien? Est-ce qu'on arrive à éteindre peut-être, je ne sais pas, pour mettre la moitié de l'auditoire dans le noir? Oui. Ou l'autre moitié? Voilà. Ou les deux? Ça va-tu comme ça? Oui. C'est plus intime. Voilà. Oui. Qui a dit ça? Toujours le même. C'est quoi votre nom à vous? Je suis le mari là de Madame. Comment vous l'appelez comment là? Dominique. Non, elle lève. Madame des Flandres. OK. Monsieur Maire. OK. Carpintero Daoud. Donc, ce soir, ce que je vous propose très rapidement, parce que je ne veux pas non plus prendre trop de votre temps, mais il fallait, je pense, cette longue introduction pour que vous compreniez comment on s'en va, où on s'en va. Cette réflexion sur le partenariat, j'aimerais vous soumettre une réflexion en 2 temps.
que j'ai fait dans le plaidoyer, mais depuis là, vous comprenez qu'on normalement on continue d'évoluer, hein, normalement. C'est souhaitable. Moi, j'essaye. Ça ne marche pas toujours, mais j'essaye. Donc, un partenariat dans la sphère publique, c'est-à-dire que il me semble que pour changer les choses, il faut vraiment que les proches aidants participent aux politiques qu'on est en train de faire pour eux. Hein, ce serait bien que nos maris arrêtent de parler pour et en notre nom, puis que nous, on prenne notre parole. Non. Je ne sais pas, est-ce que c'est matriarcal en Belgique ou c'est patriarcal? C'est matriarcal? Ah, fait que j'ai pas de leçons à leur donner. Il faut aller en Espagne, là, au Portugal. En tout cas, chez nous, c'est patriarcal. Alors, mais chez les Amérindiens, c'est matriarcal. Donc, je suis un peu mélangée. Comme je suis moitié amérindienne, je ne sais jamais trop. Alors, l'exercice d'un pouvoir d'influence, c'est comment habiliter les personnes à exercer un pouvoir de sorte que leurs conditions changent. C'est une grande question, mais on peut en parler de façon assez synthétique, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Et ce partenariat dans la sphère privée, c'est-à-dire un partenariat entre le proche aidant et le professionnel quand ils sont plutôt face à face. Donc, très rapidement, l'exigence d'un débat public, c'est la participation des citoyens, vous et moi. C'est très intéressant, le commissaire à la santé et au bien-être du Québec a produit... le commissaire à la santé et au bien-être du Québec, c'est un homme, pour l'heure, en tout cas, qui est sympathique, Dr. Salois, un dentiste, je ne sais pas pourquoi, ils ont choisi un dentiste. Et cet homme a pour mission, avec son équipe, de faire émerger la parole des personnes qui sont directement touchés dans le système de la santé. Et donc, il organise des forums de citoyens. C'est des gens comme vous et moi qui avons des rapports avec le milieu de la santé. Et il organise des débats publics. Lui, il a le mandat de dire, voici ce que les gens me disent. Il prend ça, puis il va le dire au ministre de la Santé, il va le dire au premier ministre, il va dire, voici ce qui est attendu de vous. Et c'est intéressant, on n'a pas ça ici, puis on n'a pas ça nulle part dans le monde, à ma connaissance. Laurent, tu m'arrêtes. Mais c'est fort intéressant son mandat. Si tu veux, je te donne l'adresse email et tout. Pas email, mais du site web. Je peux te donner l'adresse email aussi. Dr. Salois, il est très sympathique. Et alors, de cette étude, j'ai tiré cette chose suivante, c'est-à-dire que ici, on se demande pourquoi alors que les proches aidants sont 80% des proches aidants sont des femmes, etc. Pourquoi, et le problème est très, très important, comment ça se fait que 80 à 85% des voix échappent au débat? On parle des proches aidants, mais les proches aidants ne sont pas là. Pour nous dire, effectivement, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs attentes. Le débat ici, bon, pour sortir de la sphère privée, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est un problème de santé publique maintenant. Le saviez-vous? Que les proches aidants sont tellement malades que maintenant, on s'intéresse à eux. Quand ils prenaient le relais des professionnels gratuitement à Londres, dans la sphère privée, ça allait bien. L'État, ça lui coûtait moins cher, tout allait bien. Quand on avait quitté le bureau, hein, on avait tous souhaité travailler, bien là, on retournait à la maison. L'enfant est malade, qui va rester à la maison? La grand-mère est malade, qui va rester à la maison? Le père est malade, qui va rester à la maison? Là, je vous parle de moi. Mais je travaillais quand même, mais tout en même temps. L'État ne s'en préoccupait pas trop, ça faisait son affaire. Maintenant que les proches aidantes s'épuisent, deviennent malades, et donc s'en vont à l'hôpital, mais ne sont plus auprès du proche aidant, qu'est-ce qui arrive? L'État se rend compte qu'il doit refaire ses calculs, que c'était peut-être pas si payant que ça, que de tout remettre entre les mains des proches aidantes. Vous comprenez toujours mon québécois? Sans problème. Merci, M. le maire. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Mais vous allez avoir du mal à me filmer, hein, parce que je tourne, je me promène. Il y a suffisamment de gens aussi à filmer. J'ai pas de problème. Voulez-vous un peu d'eau?
Non, ça va aller. Un peu de vin, peut-être. Non, mais le vin blanc, c'est bon. Alors, l'État se dit, il faut que je refasse mes calculs et que je m'intéresse de près à la condition des prochains ans, parce que là, je suis en train de perdre une ressource qui ne me coûtait rien, puis qui est en train de me coûter très cher. Et là, je vous ai évoqué les chiffres, mais on les a dans le plaidoyer. Vous savez, quand on parle des sous, là, ça devient c'est une autre chose. Là, il faudrait les aider. Donc, ici, c'est quoi un débat public, un vrai débat public, qui permettrait aux proches aidants d'être présentes? Alors, je vous le lis, puis vous réfléchissez. Moi aussi, je réfléchis, mais pas en même temps que vous. Je me garde la réflexion pour plus tard. Le commissaire à la santé et bien-être du Québec dit « L'égalité des voix entre les participants, c'est ça les conditions d'un vrai débat public. » Parce que là, l'État pourrait dire « Je fais des débats publics, mesdames et messieurs, vous êtes tous conviés. » Ah oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment une égalité des voix entre les participants? Est-ce que chacune de ces voix a la même importance dans le dialogue? Combien de fois le représentant des usagers, il ne parle pas trop longtemps, on lui coupe la parole, on ne lui a pas donné l'information dont il avait vraiment besoin pour dire quelque chose qui fasse du sens et qui fasse la différence? Alors que le représentant de l'autorité politique, lui, il maîtrise tous ses dossiers, il a toute l'information nécessaire, donc il va parler plus longtemps, il va avoir... Combien de fois on s'est tué parce qu'on se sentait plus ou moins compétent? Je sais pas. Moi, ça m'arrive, en tout cas. Croyez-le ou non. Est-ce qu'on écoute les arguments de tout le monde de façon égale? Est-ce que le contenu du débat et les lieux où il se déroule sont accessibles? Voyez-vous l'importance de faire venir les proches aidants dans un congrès international et d'avoir un mur de post-it pour ceux qui n'osent pas s'engueuler dans les ateliers, puis pour ceux qui n'osent pas poser des questions? Parce que même le ministre, à un moment donné, il y a un proche aidant qui lui a posé une question qui était tellement pertinente. Il l'a renvoyé. Moi, j'ai failli me lever, je respirais, je me disais, c'est un vieux monsieur de 85 ans, mais c'est pas parce qu'il est vieux qu'il n'est pas capable de se défendre. Mais moi, je suis toujours là. Je m'en viens, monsieur, là, vous allez voir, ça va être... Mais là, le monsieur est resté saisi, puis moi, j'étais très insultée. Il a demandé au ministre, c'est une question qui me touche moi-même beaucoup parce qu'elle m'a considérablement appauvrie, la question du parking dans les hôpitaux. Monsieur le ministre, imaginez le courage que ça lui a pris juste pour faire ça de même. Il n'a pas écrit sur un post-it. À quand des parkings gratuits pour les proches aidants? Moi, je vais voir ma femme tous les jours. Savez-vous combien ça me coûte? Puis moi, comme mon fils était atteint du cancer, évidemment pas j'allais voir mon fils, mais j'étais avec mon fils. Donc, nous étions convoqués à l'hôpital nuit et jour. Savez-vous combien ça m'a coûté de parking pendant 5 ans? Et moi, je faisais le bain. Et moi, je nourrissais Alexandre. J'aimais Alexandre manger même un biscuit de l'hôpital. Je ne voulais pas. Puis 2, je suis une maman un peu spéciale. Donc, j'ai fait tous ces caprices. Mais un petit enfant qui a le cancer à 5 ans, vous êtes d'accord avec moi pour... On était fines avant, mais on est encore plus fines maintenant. Donc, je lui faisais des salades à la maison, je revenais, je faisais même la table sur l'unité d'oncologie, je mettais une belle nappe, des assiettes, tout pour Alexandre. Ça n'a pas coûté grand-chose à l'hôpital, hein? C'est moi qui couchais, c'est moi qui baignais, c'est moi qui faisais tout. Donc, il n'y avait jamais d'infirmière dans sa chambre. Puis en plus, il fallait que je paye le parking. Puis, je n'avais pas de salaire, moi. Je ne changeais pas régulièrement, donc j'avais pris congé. Et d'ailleurs, je continue à prendre congé. Et là, je me rends compte, mais j'entendais qu'on parlait des infirmières tantôt en disant bon, c'est pas toujours top. Enfin, moi, je dois dire que là au village où habitent mes parents, où habite maman maintenant, les 2 infirmières qui venaient à domicile étaient des filles du village. Et donc, elles connaissaient. Et donc, il y avait un partenariat, un lien. Et elles ont eu
un flop de travail. Il y a eu beaucoup moins de travail parce qu'il y a eu beaucoup de personnes âgées qui ont été hospitalisées. Et donc, elles ont pu prendre plus de temps relationnel. Et puis, la recrudescence de travail est revenue parce que les personnes sont revenues chez elles. Et là, elles ont vraiment été mal à l'aise avec ça parce qu'elles se sont dit, ben zut, le temps qu'on pouvait prendre maintenant avec les gens qu'on allait aider, soigner, maintenant on ne peut de nouveau plus. Et ils ne comprennent pas. Et donc, je rejoignais aussi le fait que vous disiez, ils ont besoin de temps relationnel pour passer avec leurs gens qu'ils visitent tous les jours et qu'ils soignent tous les jours. Pas juste nous comme proches aidants, Voilà. comme si Voilà. ils veulent ce temps relationnel. Voilà. C'est important ça de... Quand la dernière vie elle n'est pas le temps. Ah oui. Ah mais oui, mais malheureusement. Ça vient aussi pour elles. Elles sont arrachées à vivre de vivre des choses comme ça. Elle est arrivée, il était 9h moins le quart chez maman, elles avaient déjà fait 7 maisons. C'est fou quoi. C'est fou. Mais pour le patient, c'est vrai quand il demande une petite attention supplémentaire et qu'on lui dit « mais je n'ai pas le temps ». Ah oui, mais c'est leur réalité. Moi, je suis convaincue de ça. Ah oui, tout à fait, oui. je vais bien le croire aussi. Mais c'est vrai que le patient, lui... Ah oui, par rapport à oui, bien sûr. Quand chez Hollande, s'il estime qu'il n'est pas bien mis et qu'il demande à ce qu'on le remette un peu vite, j'ai pas le temps. Alors, il reste la journée dans son temps mal mis. Ça fait... Mais de là, la nécessité de mettre la chose sur la place publique, de se mobiliser. Oui, mais quel écho allons-nous avoir, madame? Comment avoir... Oui, comment créer mettre ça comment en susciter, route oui. et que ça tienne le coup, parce que bon, vous avez pas mal de détracteurs. Hein. Oui, Déjà, aller voir les associations de patients, déjà. Ça, oui, je bien travaille pour- réunir. Les associations de patients. Oui, mais quand même, si ça peut aider les gens, parce qu'ils sont... Pourquoi pas les patients et les proches aidants ne feraient pas ça? C'est pas juste si bon pour les syndicats. Les syndicats ont réussi à le faire. Pourquoi on ne réussirait pas à le faire? Il n'y a pas de raison. Là, vous avez toutes les conditions du débat public, comment le faire. Oui. Ça peut paraître décourageant. Hein? Mais dans ce temps-là, vous savez en rouge. Ça potentialise les efforts. Est-ce qu'il faut se dire, il faut absolument comprendre que l'infirmière qui dit je n'ai pas le temps, elle est souffrante. Et la souffrance des soignants, c'est pas payant pour l'État, c'est pas payant pour les institutions, c'est pas payant pour les patients, c'est payant pour personne. Donc on peut aller chercher aussi les associations professionnelles d'infirmières qui souhaitent pouvoir aussi dire, elles, pourquoi pas on se mettrait ensemble, hein, parce que ces femmes-là ont aussi envie de dire ça suffit, moi j'en peux plus de travailler, j'ai besoin de ce temps relationnel avec l'autre. Chez nous, on dirait on parle pour parler, là, mais bon, des fois c'est en parlant pour parler qu'on arrive à tout à coup il y a une idée qui émerge, puis quelqu'un qui a envie de l'apporter, une action, on a besoin d'action. Je crois que c'est le manque d'infirmières qui fait aussi ça. Il faut aller les chercher. Le manque de professionnels. Pensez-vous qu'en Suisse, les infirmières d'INSEE sont contentes de porter quelqu'un qui minute leur intervention? Minuter. Puis l'assurance maladie qui va dire, ce geste-là, en fait, il ne demandait pas 25 minutes, il en demandait 15, donc vous serez payé pour 15. C'est quoi cette histoire-là? Ça, j'ai jamais vu autant. On n'est plus dans l'humanité, là. On n'est plus dans le partage, on n'est plus dans le rapport à l'autre, on n'est plus... Ben, c'est ça qui va arriver si on ne dit pas stop. Puis comme je l'ai dit, ça a été démontré dans des études que quand on s'assoit
sur la vie du patient, ça prend moins de temps pour le médecin d'avoir l'information dont il a besoin pour poser son diagnostic, pour voir si c'est efficace ce qu'il fait, évaluer ce qu'il est en train de faire, évaluer. Ça prend moins de temps que d'être loin, d'être en train de lui parler en disant j'ai pas le temps, j'ai mes étudiants. Non, il n'y a rien de ça qui se fait. Le fait de manger seul aussi, Ah, C'est déjà très- varié, hein. C'est très C'est varié, hein. Et quand démoralisant. ça ressemble à manger rien, avec eux, manger ne fût-ce qu'un peu de ce qu'ils ont, et c'est tout à fait autre chose. Oui. Quand c'est bon. quand c'est bon. Même si c'est... Ben, il faut partager avec eux, alors à ce moment-là. Ah, oui. On partage ce qu'ils ont, mais on le partage. On est présent. Mhm. Oui. Depuis tantôt, il y a quelque chose qu'on vous a expliqué avec les médecins, tout ça, il y a la dualité de deux mots. Il y a l'impatient et le patient. Tout à fait. Mhm. Et en fait, c'est à ce niveau-là aussi qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un groupe à Montréal qui s'appelle Les Impatients. Je trouve ça très, très bien. Très, très bien. Qui viennent dire, attendez, stop. Les impatients. Pourquoi pas? Et qui invite les patients à faire des toiles, à parler d'eux à travers l'expérience du dessin, et qui vendent à tous les ans. Maintenant, c'est très populaire à Montréal, et puis ils ramassent des fonds avec les œuvres des patients qui, en fait, sont très impatients de voir leurs conditions changer. Et spécialement en psychiatrie, il y a beaucoup d'œuvres pour y aller voir. En plus, c'est MPA, c'est pas avec un T, c'est LS, point je sais pas quoi. En fait, c'est merveilleux ce qu'ils font. Comment on va faire donc pour se donner du courage? On fait quoi en Belgique? On prend une bière quand on fait le monde? Parce que là, moi j'ai l'impression que votre niveau d'énergie est très bas. Ça m'inquiète. Je dis soit parce qu'il est 10h moins 25, je pourrais dire c'est normal. On est fatigué. Mais je me sens pas prêt pour la guerre. Il faut sortir nos tomates. Moi aussi. Lui? Oui, moi. Yes! Un jeune en plus. Je ne suis pas aidant proche, Oui. mais j'ai un regard, je vais dire, un peu extérieur à ça, Ce qui est très bien à aussi. cette démarche. Vous avez fait énormément de travail, je vais dire, autour de ça. Vous tous aussi. Je ne critique absolument pas et je pense que je vais peut-être lancer un pavé dans la mare et je veux dire pour laver les mains, mais je pense qu'à partir du moment où je veux dire, le thème global qui est abordé, c'est un manque de communication, de coordination. Et je ne suis pas content, moi non plus je ne suis pas content, on ne m'a pas dit ça, je dois le découvrir par moi-même. Donc je pense qu'il serait bien, ou si ça n'est pas déjà fait là maintenant, d'établir, je vais dire, un package. Oui, une stratégie là. Avec, je vais dire, admettons, un aidant proche, un professionnel, comme vous appelez ça, avec un assistant social qui pourra peut-être aiguiller l'un ou l'autre, un médecin, comme dit madame, un psychologue qui peuvent, à eux, et je vais dire, la personne qui est aidée par sa famille, qui puissent tous ensemble, ne fût-ce que discuter en disant, je vais dire comme un grand tableau, en disant, voilà, moi j'ai tel problème. Admettons, voilà, je vois pas très bien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vois pas très bien. Il le met sur le tableau, et puis les autres personnes, donc l'assistant social, les dents proches, voient ce tableau et peuvent aussi inscrire leur, comme vous avez fait avec le post-it, Oui. et faire un melting pot avec tout ça, et que tout le monde aille dans la même direction.
en disant, ben voilà, lui, par exemple, ne comprend pas bien parce qu'il est extérieur à la famille, donc le professionnel est extérieur à la famille. Moi, qui suis aidant proche de la famille, je vais lui expliquer la façon dont moi je vois les choses. Et lui va m'expliquer la façon dont lui voit les choses. Donc, interagir ensemble et agir ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Interagir et agir. Donc, se dire. C'est quelque chose qui se existe. dire. Je ne le savais pas. Oui, alors si c'est quelque chose qui existe, on va l'écrire sur le mur en peinture, on va le shooter en rouge, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant. Ah oui, il faut la brancher. Non, justement, c'est peu connu. C'est un dispositif, ce sont des professionnels, c'est propre à la Belgique, de ce que je sais. Ça s'appelle des coordinations. Et c'est des professionnels, des assistantes sociales ou des infirmières en santé communautaire le plus souvent, qui à la demande du patient, du bénéficiaire ou de ses proches ou de professionnels impliqués dans la situation, qui veulent rester à domicile. Donc il s'agit vraiment du maintien à domicile et qui rencontrent, si le bénéficiaire, le patient le souhaite, il la rencontre, il fait avec lui et ses proches s'ils sont présents et les professionnels, il fait un peu un état des, vous avez tel et tel besoin, comme vous disiez, est-ce qu'il y a une réponse ou pas? Et s'il n'y a pas de réponse, si vous le souhaitez, moi je peux un peu chercher pour vous. Voilà, vous êtes au cas classique, une personne âgée qui est hospitalisée parce qu'elle a chuté, qui a une fracture du col du fémur. Pour préparer le retour à domicile, elle a peut-être déjà toute une série de choses à domicile, une dame d'ouvrage qui vient faire, ok, ça on n'a pas besoin de s'en occuper, on va garder bien sûr la dame d'ouvrage, mais vous avez besoin de soins. Est-ce que vous connaissez des infirmiers qui pourraient venir ou est-ce que vous voulez qu'on cherche des infirmiers pour vous? Alors ils travaillent en réseau et tout bien sûr, mais le but de ce dispositif-là, de ces professionnels-là, c'est de dire on travaille avec le bénéficiaire et on s'appuie aussi indirectement sur les aidants proches parce que ces professionnels sont bien sûr convaincus que sans les aidants proches, les personnes ne peuvent pas rester à domicile parce que la nuit, il n'y a pas de soins, parce que, etc. Donc, je veux dire, pour la plupart de ceux que je connais, ils considèrent que les aidants proches, c'est la cheville ouvrière du maintien à domicile. Et ils savent qu'ils ne vont pas y arriver tout seuls avec leur grand savoir et leur grande expertise. Ils ne seront pas là la nuit quand il y aura des soucis. Voilà. Et donc, leur but, c'est de travailler ensemble et de faire une sorte un peu comme ça de plan de soins, plan de soutien, en disant, ok, c'est quoi les problèmes? Et parfois, on se rend compte, c'est comme les pièces d'un puzzle qu'on assemble. Et voilà, et un professionnel a une pièce bien précise, il a toute son expertise là-dedans, et ça s'emboîte ou pas. Il faut chercher différemment avec le regard du bénéficiaire ou des dents proches qui, évidemment, c'est le monde idéal. Il faut se donner les moyens, il faut rencontrer les gens plusieurs fois. Il faut accompagner le processus et tout. Réévaluer. Il faut, et là aussi, il y a la question du financement de ces centres. Enfin, il y a plein évidemment de questions connexes, mais ça mérite d'exister. C'est le cadeau. Et il travaille avec un cahier de liaison aussi. Voilà. Il pose un cahier de liaison et ça permet de chacun intervenant d'écrire les dysfonctionnements. Vous n'avez pas l'air de le savoir. C'est le médecin qui... C'est tout récent. Mais comment le faire connaître? Les centres de coordination, ça fait déjà longtemps. 89. Oui, mais c'est le médecin. 89 quand même. Oui. Aux aides des soins à domicile, il y a des C'était services des centres de coordination. Depuis Ils ont été 1980. ouverts en 1980. Oui, madame. Si je peux donner mon expérience, parce que moi j'ai fonctionné comme ça, et justement j'ai une réévaluation et ça va jusqu'à même avoir la personne qui vient pour les transports à mobilité réduite qui est incluse dedans. Vraiment, tous les secteurs sont réunis à la maison, mon fils avec, on réévalue la situation, on va dire ce qui ne va pas, ce qu'on veut, etc. Donc c'est vrai que ça existe, effectivement. Ça marche? C'est efficace? Vous vous sentez entendu? Ça marche, oui, on dit les choses qu'on a à dire, etc. Maintenant, c'est dans la longévité où il faut qu'il y ait une continuation dans ce qu'on dit, dans ce qu'on veut, ce qui n'est pas toujours, tout le monde ne suit pas toujours. Pour que ce soit suivi des faits, hein. On s'entend, la structure qui ne nous donne pas grand-chose. On a de nouveau une évaluation de 6 décembre, et là, on va remettre de nouveau les choses. Mais ça sert peut-être à ça, c'est des soirées comme ce soir, de dire un truc. Lui, il dit, je viens pas d'ici, puis tout à coup, ben, ça vous permet de dire quelque chose qu'on n'aurait pas su autrement. Merci, jeune homme. Vraiment, c'est très apprécié. Amandine. Oui. Yes.
Moi, justement, j'ai une question. Donc, oui, il y a des services en place, mais comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, alors, il y a autant de personnes qui se retrouvent dans des situations précaires et que on en arrive vraiment maintenant, justement, à un problème de santé publique. Moi, j'aimerais bien entendre, selon vous, alors, qu'est-ce qui fait que ça bloque et qu'on se retrouve avec des gens qui sont vraiment poussés dans leur retranchement et puis qui se tournent, je veux dire, vers notre ASBL, par exemple, et qui disent je suis au bout, je ne sais plus quoi faire. S'il existe des services, qu'est-ce qui fait que on a des gens qui nous appellent et qui disent c'est le néant, on est nulle part, on est dans le trou, ça m'interpelle, quoi. Je crois que du fait, moi j'ai déjà entendu parler à des personnes où on leur propose, où on leur parle de ce qui aussi existe et qui ne veulent pas en entendre parler. Je crois qu'ils ont l'impression de... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais par rapport à eux-mêmes, ils ça baisse avec demander, si on peut dire comme ça. Et ça, je crois que c'est un problème. Ça, c'est un des problèmes auxquels on est confronté, voilà. effectivement. Ils ne veulent pas, ils ont l'impression d'aller prêcher quelque part, d'aller de demander, d'aller... Et ça, c'est... Et les problèmes pour ces services-là, qui sont aidants, moi je l'ai dans mon service répit. Le service répit, c'est un service pour amener du répit aux aidants proches. La problématique, c'est que les aidants proches n'arrivent pas nécessairement à déléguer le service répit. Parce que c'est difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, malgré qu'on ait mis en place certaines organisations pour sécuriser, pour faire connaissance avant la prise en charge. Mais passer le cap de passer le relais à quelqu'un, c'est pas toujours facile. Donc il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais qui ne passent pas nécessairement le cap d'utiliser le service. Après, une fois qu'ils ont passé le cap, ils utilisent le service, hein, ils apprécient. Mais pour passer le cap, c'est pas évident. Est-ce que Et c'est se faire dans le connaître. film de SPAF, êtes-vous dans le petit film? Non, nous on est dans les aides des soins à domicile en fait, et c'est des ASD et on a eu un projet pilote au niveau de la WIP et de la région wallonne pour le service répit. Donc on peut amener. Pardon? Non, Madame, vous voulez parler? on y va par ordre, là, si on vous laisse la parole, on vous entend. Voilà, moi j'ai un enfant avec autisme et enfin, je devais entendre qu'il y ait des services pour des gens malades ou pour des gens âgés, mais dans notre cas, à nous, à notre cas, bien souvent, ce qu'on nous répond, c'est que nous autres, on en sait plus qu'eux. Et ça, c'est malheureux. Et le service est insuffisant, clairement insuffisant, pour permettre une intégration dans un milieu scolaire ordinaire, pour permettre quelque part d'éviter un jour que cet enfant se retrouve adulte dans une institution de jour qui coûte beaucoup plus cher à la société que de l'avoir traité quand il était jeune. Et voilà ce qui se passe. Donc c'est un petit peu la course, quoi. C'est une course contre la montre dans laquelle on arrive à s'épuiser, dans laquelle on arrive à un service, parfois, c'est mon cas, j'ai des petits bracelets ici, un service de psychiatrie, où on voit des infirmières qui passent aussi beaucoup de temps assises, plutôt que de s'occuper des patients. Donc, je peux comprendre que d'un côté, il y ait des infirmières qui se plaignent, surtout les gens qui interviennent à domicile, de ne pas avoir assez de temps, mais en milieu ambulatoire, enfin en milieu hospitalier, je crois que c'est pas vraiment le cas. C'est très frustrant, oui, et surtout qu'on voit des gens qui ont vraiment besoin de ça, besoin d'avoir un contact permanent en fait. Et c'est vraiment étrange.
Et en fait, maintenant, moi, je vis ça de l'intérieur parce que, quelque part, à un certain moment, j'ai été dépassé complètement par les histoires de mon fils, parce que je me suis trop investi là-dedans et parce que c'était pas mon travail de parent. Enfin, moi, j'aurais dû garder mon travail de parent. Et en plus du travail de parent, j'avais le travail de thérapeute et d'être le pilier aussi de la famille, soutenir mon épouse et quelque part prendre un peu, être sa source de répit, quoi. Parce que bon, c'est vrai que les services de répit existent, mais bon, les services de répit ne sont pas toujours adaptés aux personnes avec autisme, quoi. Il faut savoir, il faut connaître, il faut pouvoir gérer les crises, il faut pouvoir gérer un tas de choses. C'est très complexe en fait. Il faut pouvoir se parler pendant un certain temps, expliquer les choses. Et les gens n'ont pas le temps aujourd'hui. Et ça, c'est le problème. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Je commande du matériel aux États-Unis, on me fait payer des taxes là-dessus. Ce matériel-là n'existe pas ici en Europe. Mais bon, pour aller faire la guerre à gauche et à droite, on est d'accord. Il y a des choses quand même qui sont un peu incompréhensibles dans toute cette affaire de handicap. Moi, je trouve ça un peu... Énormément. Il y a beaucoup de souffrance. Nous autres, on a eu cet enfant-là, c'était pour nous un rêve, quoi. On a déjà eu beaucoup de difficultés quand il est né, parce qu'il est né prématuré, il avait un retard de croissance, mon épouse a fait une prééclampsie, enfin c'était un peu compliqué déjà, mais bon, c'était pas grave, ça faisait partie on était toujours dans le rêve. C'est à partir du moment où on nous a annoncé, un 8 décembre 2009, votre fils est autiste sévère, et où on nous a dit, il va falloir faire le deuil de votre fils. Où on nous a dit, il parlera peut-être jamais. Et moi, je suis rentré dans ma voiture, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il doit y avoir une solution, et je vais la trouver. Et aujourd'hui, mon fils, il parle. Mon fils, il comprend quand je pleure, il comprend quand je suis triste, il comprend quand je suis content, il est content lui-même aussi. Donc, il y avait moyen de faire quelque chose. Diego. Et peu à peu, il commence à être libre dans sa tête. Mais on a dû sacrifier beaucoup de choses, mon épouse et moi, malheureusement. Je crois que quelque part, tout ça, ça doit être reconnu. On est les sportifs. Ah, j'ai l'expression. Oui. C'est tellement difficile. Oui, c'est vrai. Et en plus, les gens autour ne comprennent pas. Non. Ils ne nous écoutent pas. Enfin, c'est le cas de toutes les personnes ici. Hein. Oh, Je ne oui, parle on pas est pas mal ensemble. du cas de l'autisme particulièrement. C'est le cas de toutes les personnes ici. On en arrive à devenir des sportifs de haut niveau. On en arrive à un certain moment à plus trouver son souffle. Merci d'avoir pris la parole. Et à se perdre soi-même. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Franchement, quel Merci à vous. courage. C'est normal d'être ému. Moi aussi, je suis émue. C'est normal.
pense, il y a beaucoup de choses que je pense, mais je me dis, je ne pense pas qu'on soit en Belgique une population de déprimés et de trampolines à plat. Monsieur Garcia est un bel exemple. Bon, pas mal de gens l'ont vu déjà la journée des aidants au mois de juin. Il était limite tout ce qu'il pouvait se permettre. Il ne gérait plus, il ne savait plus dans quel sens aller. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'expression qu'il a eue est une expression tellement lucide, clairvoyante. Et il y a un petit frein qui a été mis, il a trouvé la pédale quelque part. Donc, c'est déjà une belle avancée. Je pense que beaucoup de familles, beaucoup d'aidants réalisent tout doucement, en parlant, en échangeant effectivement, qu'il est possible de faire évoluer les choses. Martine Isabelle en est aussi un exemple absolument probant. Ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'était aussi une réunion où on avait invité nos professionnels, parce qu'on les avait un peu exclus au mois de juin, et on s'est dit que pourquoi pas que nos professionnels puissent bénéficier de votre expérience et de cette humanitude qui passe dans tous vos mots. Et je pense que notre force ici, c'est d'avoir entendu, de repartir, de multiplier par 223. Absolument, c'est très important. Et puis on reviendra. Et l'évolution sera là parce que bon, on sensibilise de plus en plus largement dans tous les contextes de vie, que ce soit l'enfant, que ce soit la personne accidentée, les maladies mentales pour lesquelles on est très attentif à ce que les choses évoluent dans le bon sens pour les aidants. Donc restons optimistes. Le chemin est long et difficile. Nous voudrions, on a envie de faire l'urgence à tout moment. C'est pour maintenant. Et malheureusement, les lois ne vont pas aussi vite que ça, les sensibilisations ne vont pas aussi vite que ça. C'est à force de taper le clou. Et je pense que je peux vous encourager à continuer à taper le clou, à consolider les efforts qui sont entrepris et peut-être à faire évoluer encore cette cause de l'aidant qui a tout le mérite d'exister. Et comme vous disiez, on a intérêt à en parler. C'est vrai, avant, on n'existait pas. Mais voilà, on n'existait pas. Maintenant, c'est ça y vrai, est. ben merci, ça m'encourage parce que là, je commençais à... Je vous rassure. Voilà. Moi, j'ai un petit peu peur de personnes qui doivent recommencer à travailler demain au petit matin, qui doivent encore retourner chez eux, que ce soit à Liège ou Dieu sait où. Il y en a déjà pas mal qui ont quitté parce qu'il fallait être raisonnable. En tout cas, c'est vrai que les distances ne sont pas aussi grandes qu'au Canada, j'avoue. Mais malgré tout, ça fait quand même du chemin dans le noir, c'est varié. Donc, moi, vraiment, dommage qu'on n'ait pas encore plus de temps. De toute façon, ici, ils vont fermer à un moment donné, les alarmes vont sonner. Donc, on sera obligé d'avoir plus de temps. On sera obligé de rester ensemble. Je redoute ce moment de l'intimité. Sans fois mille fois mon excellence. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Et alors, Buenas noches. vous êtes dans l'action, hein, promettez? Promis? 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 Je suis pas venue pour rien, là, moi.